maximiser les efforts militaires dans ces secteurs-là, essayent de pousser le plus possible à leur avantage, justement, eh bien, les offensives russes dans ces secteurs-là, tout simplement parce que la Russie veut montrer avant la fin de l'année au président américain, mais pas que l'armée russe est en capacité d'obtenir des résultats sur le terrain et que du coup, c'est la Russie qui a une meilleure position dans les négociations. C'est vraiment ça aujourd'hui le message et aujourd'hui, la Russie essaie d'avoir les meilleures positions possibles avant la fin de l'année et en particulier avant Noël pour pouvoir convaincre les Américains qu'il faut mettre la pression davantage sur l'Ukraine et non pas sur la Russie, puisque c'est la Russie qui, selon le Kremlin, a de meilleurs résultats. Et ça peut sembler paradoxal, mais au moment où la perspective de paix s'ébauche, c'est très compliqué, on va en reparler, mais voir les Russes encore pilonner davantage, finalement, ça n'est pas très surprenant, c'est même assez classique à la minute où on va rentrer dans des négociations très tendues, d'essayer de mettre son adversaire dans la position de faiblesse maximale. Et donc cette montée en puissance de la Russie coïncide avec un calendrier diplomatique important et quand je dis coïncide, c'est une façon de dire que ça n'est pas une coïncidence. L'Ukraine après un éventuel plan de paix. La deuxième chose sur laquelle sont attendus les Européens par les Américains, c'est la validation effectivement de cette zone démilitarisée, de cette zone neutralisée dans l'est du pays. Ils veulent aussi que les Européens acceptent l'idée que ce soit les Américains qui soient en charge de la reconstruction et aussi de la prise en charge des ressources naturelles si riches dans cette partie de l'Ukraine, notamment en matière de terres rares. Mais il y a aussi des attentes qui sont réciproques. Depuis quelques jours, après le voyage de Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou, les Américains se rendent bien compte qu'ils sont plus que jamais face à un mur avec le Kremlin, qui ne bouge pas d'un iota, qui campe sur ses positions et qui refuse d'avancer sur quoi que ce soit. Il n'y a eu aucun progrès après cette rencontre des deux émissaires il y a quelques jours à Moscou. Et effectivement, les Américains attendent des Européens des solutions pour savoir comment prendre Moscou, alors que Donald Trump se vantait régulièrement de savoir comment s'attaquer et comment arriver à tordre, à prendre le pas sur Vladimir Poutine. Ça n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, il est évidemment difficile de faire la paix avec un seul des deux belligérants qui est prêt à faire des compromis. Merci. Rendu à Berlin demain à la tête d'une délégation américaine qui va rencontrer donc des conseillers, des représentants des différents pays européens et évidemment une délégation ukrainienne aussi. Lundi, c'est Volodymyr Zelensky qui fera à son tour son arrivée dans la capitale allemande pour un tête-à-tête avec le chancelier Merz. Et ensuite, on suppose, parce que ça n'a pas été annoncé officiellement, c'est comme ça que cela se dessine, que d'autres chefs d'État européens et de gouvernement vont se joindre à la conversation lundi soir. On pense évidemment en particulier, mais pas seulement, à Emmanuel Macron, le président français, et au Premier ministre britannique Keir Starmer. Avec deux sujets de fond sur la table qui sont toujours les mêmes. La carte cérémonielle qui est absolument cruciale, qui est celui des garanties de sécurité. On a vu ce qui s'est passé après l'entrée de la Russie en Géorgie. On a vu ce qui s'est passé après la Crimée avec les accords de Minsk. On a vu ce qui s'est passé après les premières opérations militaires dans le Donbass qui ont conduit à la suite en février 2022. Tout ça pour vous dire que comment est-ce qu'on s'assure, cette fois-ci, de manière beaucoup plus ferme que les fois précédentes, que Vladimir Poutine va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on met sur la table qui est de nature à le dissuader d'aller plus loin que ce qu'il a déjà conquis. On peut peut-être rappeler, en s'appuyant sur cette carte, cette fameuse zone démilitarisée qui est au cœur de ces tractations. Alors, il y a au-delà de la Crimée, il y a ces 4 régions qui sont au cœur du conflit. La région de Donetsk est la plus au nord, c'est là que se trouverait la zone démilitarisée. Alors, en quoi consiste-t-elle géographiquement ? C'est la partie de cette région, de ce que les Ukrainiens appellent un oblast, qui représente en gros à peu près le tiers de cette région de Donetsk, qui est encore sous le contrôle des Ukrainiens aujourd'hui, qui n'a pas été prise militairement par la Russie. Donc on demanderait aux Ukrainiens de s'en retirer. Ça deviendrait une zone démilitarisée avec 2 questions fondamentales qui ne sont pas résolues à ce stade. À qui elle appartient ? Parce qu'une zone démilitarisée, ça soulève aussi la question de la souveraineté. Et puis, qui la protège ? Qui la défend, qui s'assure que ça reste une zone démilitarisée. En dessous, vous avez la région de Louhansk qui est déjà russe quasiment à 100%. Et ce qui semble s'esquisser pour les 2 régions qui sont les plus au sud, c'est-à-dire Kherson et Zaporizhzhia, c'est que l'on tracerait la fin du conflit sur la ligne de front telle qu'elle existe aujourd'hui. Ce qui n'est pas, j'en termine par là, une garantie d'acceptation par la Russie, parce que je rappelle que
pour les Russes, et Vladimir Poutine l'a fait inscrire dans la constitution de la Russie, l'intégralité de ces 4 régions appartiennent à la Fédération de Russie. Il y a aussi une information importante qui nous est parvenue aujourd'hui.